Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Eh bien écoutez, nous sommes le 2 septembre, mercredi 2 septembre, nous sommes en fin d'après-midi. Bien, merci pour tous les échanges. Emmanuel Macron est reparti au Liban. Il a voulu aller en Biélorussie, mais ça n'a pas marché, donc il retourne au Liban pour leur expliquer comment il faut faire. Je vais vous lire un petit texte d'un monsieur écrit en 56 et qui correspond extrêmement à ce qu'on fait pour éviter toute révolte et conditionner les personnes à bien gober tout ce qu'on leur dit. On parlera un petit peu, on va délirer un petit peu sur ce fameux Covid qui choisit ses foyers de contamination. Certains restaurants, certains magasins, pas d'autres. Voilà. Je voudrais aussi faire un tout petit aparté sur le Tour de France pour l'égalité, pour la mixité. Vous allez comprendre ce que je veux dire. On fait attention aux hôtesses parce que on dégrade l'image de la femme en mettant une hôtesse qui offre des fleurs au maillot jaune. On va y venir. Je voudrais revenir aussi sur le 7 juin 1975. C'était une résolution de Strasbourg d'un accord entre les pays européens et les pays arabes. Et puis on va dire quelques mots sur notre Premier ministre Jean Castex qui prend des mesures. Et puis en fin de compte, quand on regarde ce qu'il prend, il ne prend pas grand-chose. D'accord ? Voilà. Allez, je vous laisse une vingtaine de secondes, et puis on revient tout de suite. Voilà. À tout de suite. Bien, en ce moment... Donc Emmanuel Macron est reparti au Liban pour imposer un nouveau gouvernement. Alors, on n'avait pas l'occasion d'en parler, mais rappelez-vous qu'il y a une semaine, Macron avait déclaré qu'il souhaitait assurer une médiation dans les négociations en Biélorussie. Et donc le président biélorusse a, semble-t-il, peu goûté la proposition du président français, car il a proposé de venir en France en premier pour faire la médiation entre Macron et les Gilets jaunes. Laissez-moi y aller en premier, je ferai l'intermédiaire entre les Gilets jaunes et Macron. C'est par ces mots que le président biélorusse Alexandre Loukachenko a balayé le 21 août la proposition du président français formulée la veille d'une médiation européenne entre les différents acteurs de la crise en Biélorussie. Il explique, il dit, il n'est pas fou de dictateur biélorusse. C'est une bonne occasion de détourner l'attention de ses propres problèmes pour l'orienter vers un autre pays. Nous le constatons, il faut voir la situation chez eux. Dieu nous en garde. La terreur, les gilets jaunes, ils ne voient rien. Non, ils sont obsédés par la Biélorussie, qu'ils s'occupent d'abord de leurs propres problèmes, poursuivit le dirigeant biélorusse lors d'une visite dans un complexe agricole. Bon, il faut dire que ce monsieur avait été réélu avec plus de 80% des voix, et bon, ça pose problème. Il y a eu des manifestations antigouvernementales. Bon, il faut dire que c'est un petit peu téléguidé aussi par certaines organisations. Alors, effectivement, il y a une dictature, mais bon, je ne sais pas. Enfin bon, c'est très... On voit que de toute façon, ils cherchent à grignoter, se rapprocher le plus possible de la Russie. Tous les régimes qui s'opposent, si vous voulez, à cette mondialisation, automatiquement, ils sont attaqués. Et, comme par hasard, il y a des gens qui manifestent, on fait monter des affaires. Alors, bon. Puis alors, BHL s'est aussi proposé d'aller en Biélorussie. Quelle prétention, franchement, mais bon. Je viens sur un texte, j'ai vu passer ce texte qui correspond bien à la situation actuelle de cette petite dictature du masque et tout. On dirait que ça donnait des idées. Vous allez comprendre, et ce texte date de 1956. Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de manière violente. Les méthodes du genre de celles d'Hitler sont dépassées. Il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l'idée même de révolte ne viendrait même plus à l'esprit des hommes.
L'idéal serait de formater les individus dès la naissance en limitant leur aptitude biologique innée. Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique l'éducation pour la ramener à une forme d'insertion professionnelle. Donc vous apercevez quand vous voyez le niveau en 30 ans a baissé, on ne fait plus de citoyens, on fait juste des consommateurs, prêts à gober n'importe quoi, hein, prêts à bouffer n'importe quoi et à gober sur la télé n'importe quelle connerie. Hein. Donc voilà, tout ce qu'on en fait, c'est une forme d'insertion professionnelle. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité et en plus sa pensée est bornée à des préoccupations médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste, que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l'information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif, bien entendu. Surtout pas de philosophie, là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe. On diffusera massivement via la télévision des divertissements flattant toujours l'émotionnel ou l'instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est bon dans un bavardage et une musique incessante d'empêcher l'esprit de penser. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains comme tranquillisant social. Il n'y a rien de mieux. J'ouvre une parenthèse. Quelque part, on revient au temps des Romains quand on disait qu'on donnait du pain et des jeux pour les occuper. Et puis, ma foi, quand vous voyez la haute teneur intellectuelle de certains programmes de télévision, je pense notamment les Marseillais contre les Ch'tis, etc., où vous avez toujours des nanas qui ont un QI vraiment petit. Par contre, un cul comme ça et des lolos comme ça. Et quand elles ouvrent la bouche, on comprend tout à fait que l'intelligence ne s'est pas placée dans la cervelle. Alors ça fait sourire 2 minutes, quoi. Mais bon, ceux qui ingurgitent ça toute la journée, tous les soirs, à la même heure, ben décidément, c'est compliqué, bon, effectivement. Voilà. Donc, ma foi, comme je disais, tranquillisant social, il n'y a pas mieux, hein, la sexualité. En général, on va faire en sorte de bannir le sérieux de l'existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée, d'entretenir une constante apologie de la légèreté, de sorte que l'euphorie de la publicité devienne le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté. Le conditionnement produira ainsi de lui-même une telle intégration que la seule peur qu'il faudra entretenir sera celle d'être exclu du système et donc de ne plus pouvoir accéder aux conditions nécessaires du bonheur. Vous devez avoir la télé grand écran, stéréo, 4K, machin truc au niveau de la lumière. C'est-à-dire qu'elle est plus perfectionnée que vos yeux, mais bon, ok. Il faut avoir le dernier lave-vaisselle, le dernier lave-linge, le frigo, comme je disais l'autre fois, qui va être branché sur Internet et qui va vous dire qu'il manque la plaquette de beurre. Enfin, une accumulation, si vous voulez, de biens matériels. Ok, moi aussi, j'aime bien certaines choses. Mais on vous fait miroiter que c'est ça le bonheur. C'est-à-dire que de nouveau changer de voiture. D'ailleurs, les gens ne peuvent plus acheter de voiture, donc en fin de compte, on leur fait miroiter au moyen d'une LOA en leur disant vous allez partir en voiture neuve, vous allez épater le voisin à 159 € par mois, et voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, je referme ma parenthèse. Donc, l'homme de masse, ainsi produit, doit être traité comme il est, ce qu'il est, un veau, et il doit être surveillé comme doit l'être un troupeau. Tout ce qui permet d'endormir sa lucidité est bon socialement. Tout ce qui menacerait de l'éveiller, intellectuellement, doit être ridiculisé, étouffé, combattu. Toute doctrine mettant en cause le système doit d'abord être désignée comme submersible, terroriste, et ceux qui la soutiennent devront être ensuite traités comme tels. Dans la mesure où vous posez des questions sur les masques, sur le corona, etc., etc. Mais non, alors là, vous êtes ridicule, bien sûr, on est combattu et vous êtes complotiste. Voyez, quand on vous balance des cartes de France, il y a 3 mois où on vous met des listes de personnes qui sont contaminées, qui sont malades, qui sont hospitalisées, qui sont en soins d'urgence. Ok, il y a 1000, 2000, 3000, 4000 personnes. Et ensuite, 3 mois après, sous prétexte d'une seconde vague, on vous met une carte où des gens ont été positifs. Mais je crois que c'est le professeur Perron qui disait l'autre fois, il y a 3% de faux positifs. C'est-à-dire que quand on arrive maintenant à faire 1 million de tests,
vous rendez compte, 1 million de tests par semaine, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a 30 000 personnes qui sortent positifs. Et donc, on vous dit au journal, ah, mon Dieu, oh, il y a un accroissement des personnes positives. Et en fin de compte, il y a 30 000. C'est faux, le test est faux. C'est des faux positifs. Il y a 3%. Il y a 3% de faux positifs. Voilà. Donc, sur 30 000 personnes, alors après, évidemment, les chiffres, ils montent. Bon. Et donc, ce monsieur qui a écrit ça, il s'appelle Gunther Anders, L'obsolescence de l'homme. Et le gars, il écrit ça en 1956. Et ben, dis donc, il y a des mecs... c'est chaud, hein, c'est chaud. Enfin, bon, quand même, on peut se poser des questions. J'aurais pu, enfin, comme disait Coluche, je vous l'ai déjà dit, dans les infos, il n'y a que la date qui est exacte. On les a pris vraiment pour des cons et ils continuent. Hein. Ce Covid est quand même très bizarre. Il apparaît non pas dans des foyers de contamination, mais dans des lieux étranges, au nom anglais, ça s'appelle des clusters. C'est très curieux car plus il y a de clusters et de cas positifs, moins il y a de morts et d'entrées en réanimation. C'est une bonne nouvelle pourtant. Hein. On devrait tous aller danser pour se réjouir de cette bonne nouvelle, mais les boîtes de nuit sont fermées et les concerts annulés pour cause de risques sanitaires. Par contre, les clubs échangistes sont ouverts. Voilà. Hein. Bon. On ne badine pas quand même avec la distanciation sociale. Hein. Ce virus est vraiment taquin car il s'attaque aux braves gens lorsqu'ils rentrent dans les restaurants et au cinéma, mais plus du tout lorsqu'ils sont assis. Hein. Vous avez le masque debout pour aller aux toilettes dans le restaurant, mais si vous êtes assis en train de manger, le virus ne vous attaque pas. Oui, puisque en fin de compte, le virus, il a sa pause déjeuner aussi. Hein. Voilà. Le virus aussi est très vicieux. Hein. Il est dit qu'il s'attaque aux baigneurs sur certaines plages, à certaines heures, notamment... passé un moment, c'était entre 21h et 7h du matin, vous voyez, hein, c'est comme le requin des dents de la mer qui attaque la nuit, et voilà. Hein. Mais la journée, ça allait. Enfin, quand vous allez au boulot, ça va, le virus n'attaque pas. Et puis, voilà. Alors, évidemment, il y a des réunions qui sont interdites parce qu'il y a trop de monde, et puis 9000 spectateurs au Puy du Fou, ça pose pas de problème. Voilà, mais enfin bon... Puy du Fou, s'ils peuvent se cultiver et apprendre quelque chose qu'ils n'apprennent pas à l'école, à la rigueur, je donne mon absolution. Voilà. Le virus préfère le théâtre au train, hein, c'est-à-dire que les pièces de théâtre sont suspendues, où il y a vraiment des conditions drastiques, et puis par contre, vous pouvez vous entasser dans les trains. Hein, voilà. Et puis en fin de compte, ce virus est plutôt capitaliste, vous voyez, il a le sens des affaires. Il aide les pauvres multinationales et les banques à exposer leurs bénéfices. Par contre, l'artisanat et les petits commerces, sont obligés de fermer, bien sûr, hein, pour leur bien, pour leur santé et pour les protéger des méchants virus qui tuent. Voilà. Oui, rappelez-vous qu'au départ, on ne portait pas de masque. Comme ça, les supermarchés ont pu se gaver au niveau de leurs recettes et les gens, au début de l'épidémie, ont entassé du papier toilette et des pâtes. Et voilà, donc, merci, patron de la grande distribution. Hein. Et puis du coup, grâce au gentil virus, on a allégé la masse salariale des entreprises. Et puis, en fin de compte, vous avez une certaine faute patronale, des patrons qui ont fait travailler des employés et qui les déclaraient en chômage technique pour toucher des primes. Hein, voilà. Et puis alors, ce qui est génial, c'est que ce virus, en fin de compte, permet au président d'interdire les manifestations et même de faire certains traitements médicaux, comme la chloroquine, qui ne coûtaient pratiquement rien et qui permet, à première vue, d'après les dernières statistiques, d'alléger facilement de 30% la gravité des symptômes. Au moins. Voilà. Donc... tout est fait pour le business des grands laboratoires. Enfin, en ce moment, on est en train de dire, si vous voulez, sous le manteau, c'est ce qu'on appelle une épidémie sans malade. Hein. Mais bon, voilà. Ah, mon Dieu. Bon, mais écoutez, oui, je suis un extrémiste, négationniste, complotiste, certainement. Hein. Voilà, cocorico. Alors, ben tiens, je voudrais
Alors, je rappellerai quand même que toute l'histoire du contrôle sur le peuple, cela résume à cela. C'est Noam Chomsky qui le disait, je vous en ai déjà parlé une fois. C'est isoler les gens les uns des autres, parce que si on peut les maintenir isolés assez longtemps, on peut leur faire croire n'importe quoi. Je voulais faire un tout petit sujet sur le Tour de France. Alors, c'est un truc complètement fou. La maire de Nantes avait rejeté le départ de la grande boucle, évoquant notamment l'image de la femme dans la compétition. Voilà. La ville de Nantes avait été sollicitée pour être le départ du Tour de France 2021 et elle a refusé, parce que bon, il y avait une question d'argent, mais aussi ça dégrade l'image de la femme, hein, le fait qu'il y ait des hôtesses. Hein, voilà. Une image dégradée de la femme par le biais des hôtesses. Et en fin de compte, toute l'équipe municipale est relativement tombée d'accord. C'est-à-dire que cette maire de Nantes, qui a autorisé le burkini dans les piscines, hein, pense que le fait d'avoir des hôtesses qui viennent à côté du vainqueur du maillot jaune, eh ben ça dégrade. Par contre, des fillettes voilées à l'âge de 4 ans en tenue religieuse, ça ne la dérange pas. D'ailleurs, il y a une élue écolo, Madame Feudot, qui avait dit que le Tour de France est une épreuve du passé. Voilà. Hein. Enfin, c'est quand même le 3e événement le plus sportif au monde. Et puis bon, quand même, le vélo, c'est quand même le moyen de transport des écolos. Alors parfois, vous voyez, il y a des choses. Hein. Alors, quand même, eh bien, figurez-vous que le directeur du Tour de France l'a annoncé, vous en êtes peut-être aperçu à Nice, hein. Le champion était entouré de 2 hôtesses, avec 5 élus d'un côté, 5 représentants des partenaires du Tour de l'autre. Et là, ça sera différent. C'est différent, avec un seul élu, un seul représentant du partenaire du maillot jaune, et avec une seule hôtesse et un autre pour la première fois. Oui, la mixité partout. Voilà, hein. Régissez-vous. Hein. Voilà, le Tour de France, c'est lui aussi la crasse bêtise du rouleau compresseur progressiste. Rien ne nous sera épargné tant qu'une opposition sérieuse ne sera pas mise en place face à ces prêtres cathodiques du camp du bien. Hein. Voilà. Aujourd'hui, on déboulonne les statuts. Hier, on avait interdit les vols intérieurs. Par contre, la pression fiscale est toujours là. Voilà. Sauf évidemment pour les sauvageons qui s'approprient, qui aménagent les Champs-Élysées à leur goût. Par contre, effectivement, ça, c'est pas grave. Ils n'ont pas de masque, on leur demande rien. Et les hôtesses du Tour de France, par contre, sont très menaçantes pour le vivre ensemble, qui oseraient penser le contraire. Voilà. Hein. Donc, je continue là-dessus. Et puis, je vais terminer là-dessus. On a évoqué l'immigration. Alors, je vais vous parler d'une date, et on en avait parlé dans les commentaires il y a une dizaine ou une quinzaine de jours, le 7 juin 75, le 7 juin 1975. Et je vais vous expliquer. En fin de compte, il ne se passe pas un jour sans que nos élites politiques, toutes tendances confondues, semblent découvrir que l'immigration non contrôlée pose problème à nos concitoyens. Le président de la République semble s'en émouvoir et dit qu'il en fait un sujet majeur lors de la prochaine élection présidentielle. Mais toutes ces bonnes âmes qui tentent de rassurer l'électorat font en sorte de dire et répéter aux Français ce qu'ils veulent entendre, c'est-à-dire être rassurés de ne pas être envahis. On leur promet des mesures somme toute logiques, un contrôle plus strict, des quotas par exemple, ils promettent et on vote pour l'homme politique qui vous paraît le plus persuasif. Et une fois élu, rien ne se passe. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fin de compte, ils ne le peuvent pas. Tout est mensonge depuis près de 40 ans. Il faut remonter à la résolution de Strasbourg signée le 7 juin 1975, adoptée communément par les pays arabes et par l'Assemblée générale de l'Association parlementaire euro-arabe. Elle pose les bases et les conditions de la venue en Europe des travailleurs et des familles maghrébines. Le premier acte concret de l'application de cet accord est le décret de 1976 sur le regroupement familial signé par Giscard. Voilà. Le 27 et 28 novembre 1995, ensuite, la conférence de Barcelone réunissait les 15 ministres des Affaires étrangères des membres de l'Union européenne et 12 pays tiers méditerranéens.
il a été adopté conjointement une déclaration et un programme de travail à travers le développement des ressources humaines, économiques et financières dans un espace commun, en favorisant la compréhension entre les cultures et les échanges entre sociétés civiles. Voilà. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'immigration a été voulue et demandée par les Européens. Nous avons signé des accords, il y a moins de les dénoncer. Il semblerait que Raymond Barre ait voulu le faire en 1976 en suspendant le décret, et le Conseil d'État avait décidé que c'était illégal. Voilà. Donc nous sommes un peu pieds et poings liés, et les récents accords signés il y a un an en rajoutent encore une couche. Donc, faut pas s'étonner, hein. Faut pas s'étonner. Tant qu'il n'y aura pas quelqu'un qui prend le truc en main, qui va être un peu radical, si vous voulez, mais radical au niveau du bien-être, en fin de compte, des Français et de tous les habitants qui habitent sur le sol de France. Hein, en disant, stop, ça suffit. Il y a cette personne qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas des conditions de vie décentes, donc c'est pas la peine d'aller en rajouter. D'ailleurs, récemment, il y a une dizaine de jours, on avait vu une interview de Jean Castex sur France Inter, et il va prendre des mesures cohérentes face à la crise du Covid, et la crise sociale, et patati et patala. Donc il a imposé le port du masque aux élèves, hein, ce qui est quand même un coût exorbitant au portefeuille de nombreuses familles lorsque vous avez déjà de nombreux enfants. En pleine crise sociale et économique, ça fait quand même une dépense supplémentaire. Voilà, les masques pourraient peut-être être gratuits pour les élèves. Enfin bon, Jean Castex avait fait l'éloge du plan européen, mais d'après lui, la France recevra 40 milliards, mais il oublie de nous dire que nous, on va financer à hauteur de 80 milliards, comme si l'argent tombait du ciel. Encore une arnaque, si vous voulez. Et puis, face à l'ensauvagement de la société, Jean Castex a annoncé qu'une hausse du nombre de greffiers et de magistrats, mais rien sur les nouvelles places de prison, rien sur le durcissement des sanctions pénales, rien sur l'expulsion des délinquants, des criminels étrangers. En fin de compte, on laisse, si vous voulez, la voyoucratie triompher et continuer leur activité. Voilà, j'espère vous avoir apporté quelques éléments de réflexion. Et puis, il faudra que je vous parle de l'affaire Obono, que je vous parle aussi de l'affaire du viol de Nantes, mais là, pour ce soir, je vais vous laisser. J'en suis déjà à plus de 20 minutes. Voilà. Pensez à l'hôtesse. On avait 2 hôtesses pour le Tour de France, une de chaque côté. Et là, il n'y en a plus qu'une, et puis il y a un mec, un autre. Moi, je suis bien pour l'égalité et tout, mais à un moment, c'en est extrêmement ridicule. Bon, écoutez. Voilà. Merci en tous les cas pour les partages, pour les commentaires. Alors, c'est très, très variable. C'est un petit peu gênant. Vous allez faire 10 000 vues. La fois suivante, vous en faites 2 000. Une autre fois, vous en faites 5 000. Mais c'est comme ça. Maintenant, cela fait 1 an et demi que je fais des vidéos. On en a à peu près dans les 160. J'ai appris à connaître beaucoup de personnes parmi vous, qui de temps en temps m'écrivent, m'envoient des messages, etc. Donc c'est hyper sympa. Allez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et à très bientôt. Merci, au revoir.